Bien, bonjour à tous. Alors, c'est le premier webinaire Réseau Blog depuis longtemps. Alors, merci à tous ceux qui nous ont joints. Désolé pour les petits contretemps de connexion. Je n'explique pas beaucoup, mais peu importe. Alors, je suis aujourd'hui avec Vincent Makowski qui répondra à vos questions sur la fenêtre Q&A. Hein, n'oubliez pas, n'utilisez pas le chat, s'il vous plaît. Utilisez la fenêtre Q&A pour poser vos questions. Et aujourd'hui, le sujet du jour, ça va être un tour d'horizon. On va faire un tour d'horizon ensemble de DNS Center 1.3. La release 1.3, c'est la release qui est sortie début d'été. Donc voilà, moi j'appelle ça l'âge de raison. On a eu les débuts de DNS Center 1.0, alors c'est du bêta, 1.1 très puissant sur SD Access, 1.2 avec beaucoup de workflow assurance, assurance pour le Wi-Fi, et sur la fin d'1.2, pas mal de workflow sur assurance filaire. Et 1.3, voilà, on a complété avec énormément de fonctions. L'idée, c'est voilà, de montrer globalement ce qu'on a pu rajouter dans DNS Center 1.3. Alors, ça va aller un petit peu vite. Je vais faire quelques démos. Maintenant, vu le timing, les contraintes que nous avons, je vais aller un petit peu vite. Hein. Ce n'est pas un webinaire avancé, vous l'avez vu. C'est un webinaire on va dire intermédiaire. Donc il va falloir s'accrocher, mais je ne vais pas développer les concepts techniques. Pour ça, on pourra faire soit d'autres articles éventuellement, soit éventuellement on pourra faire un webinaire particulier. N'hésitez jamais à me contacter, alors sur Twitter, sur LinkedIn, par email si vous l'avez. N'hésitez jamais à me contacter pour fournir des idées de webinaire, exprimer vos besoins. Voilà, c'est pas trop compliqué à organiser si on sait se servir de WebEx, mais a priori la prochaine fois, promis, je ferai beaucoup mieux. Alors, DNA Center 1.3. Alors, on voit DNA Center, c'est vrai qu'il y a eu des messages peut-être qui ont été passés il y a 2 ans, au tout début de DNA Center. DNA Center, c'est très orienté SD Access. C'était le cas au tout début. Hein. DNA Center 1.0, 1.1, on a commencé sur SD Access, mais ça s'est largement étoffé. On a bien compris que les besoins des clients, ça allait au-delà de l'automatisation, de la segmentation, ça allait également d'une fabrique, et puis ça allait également sur l'automatisation d'un réseau traditionnel, et aussi essayer de comprendre ce qui se passe dans le réseau. C'est pour ça qu'on a rajouté beaucoup de choses et que SD Access est une des composantes de DNA Center. Et aujourd'hui, on va vraiment aborder les composantes qui sont l'automatisation du réseau, hein, et pas dans un mode SD Access, dans un mode traditionnel, et également tout ce qui va être assurance analytics. Donc on va voir ça ensemble. Et en avance de phase, alors l'article tombera sur le blog demain, ou peut-être je l'accélérerai un petit peu. On couvrira SD Access, les nouveautés SD Access dans le webinaire du 10 décembre. Donc là, on pourra voir qu'est-ce qui est nouveau en SD Access 1.3. Ça ne sera pas du tout abordé dans le webinaire de ce jour. Là, ça sera un niveau technique un petit peu plus avancé. J'encouragerai bien tout le monde à, peut-être pas relire le livre, mais à faire un petit refresh sur SD Access avant de voir les nouvelles fonctionnalités. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que sur DNA Center, ça va très très vite. Hein, on a mis un petit peu de temps au départ à poser les bases. Hein, les bases sont solides, très solides. Et maintenant, rajouter des fonctions, rajouter des composantes, ça va très très vite. Donc si vous avez entendu quelque chose il y a 6 mois, c'est peut-être plus vrai aujourd'hui, parce que peut-être que la fonctionnalité a été développée, on a peut-être rajouté un nouveau module, et donc voilà, pensez-y, n'hésitez pas toujours à regarder les nouveautés, on s'est promis de faire peut-être un meilleur travail aussi sur le blog réseau, de communiquer encore davantage, mais sachez que de toute façon, tout est disponible sur les release notes. Hein, ça c'est quelque chose, une valeur que vous connaissez, qu'on aime bien chez Cisco, c'est que techniquement, les choses sont écrites. Pour chaque version, il y a des release notes, qu'est-ce qui est supporté, qu'est-ce qui est nouveau, quelles sont les contraintes, les restrictions, quels sont les bugs qui sont corrigés, etc. Hein, on ne masque pas non plus tout d'un point de vue opérationnel, on garde la base. Voilà. Alors, dans les épisodes précédents, hein, voilà, pour ceux qui prennent un peu le train en marche, qui ont raté un petit peu des petites choses sur Dana Center, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec Dana Center? D'un point de vue automatisation, on va gérer l'inventaire des devices, on va pouvoir faire du plug and play, alors certains appellent ça Zero Touch Provisioning, hein, comment je sors un switch du carton, je le pose, et je peux automatiquement lui pousser sa configuration, son iOS,
Comment je vais pouvoir gérer les images sur mes équipements avec SWIM, un Software Image Management, et on va aller au-delà de l'upgrade, on va aller même jusqu'à la patchabilité. Vous savez que l'iOS XE est patchable, donc s'il y a une faille de sécurité, peut-être pas repousser un iOS complet à revalider, peut-être juste appliquer le patch, ça peut être suffisant. Comment vous allez pousser aussi vos CLI, vos configurations, pardon, en CLI, sans chercher de quelque chose d'extrêmement sophistiqué, juste une interface simple dans laquelle vous poussez vos CLI avec des variables, éventuellement un petit peu de scripting, et vous allez pouvoir pousser ça sur les équipements et application policy pour développer vos règles de COS, des règles qui vont être homogènes sur le LAN, sur l'accès filaire, sur l'accès Wi-Fi, mais également sur le WAN. Alors rapidement, hein, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un petit peu tout ça, mais vraiment en 2 petites minutes. Hein. Alors ça, c'est l'interface de DNA Center. On voit que c'est une interface qui est épurée. Alors ça, c'est une version 1.3.1.3. Hein, donc ça, c'est une version qui tourne dans mon lab. Je ne l'utiliserai pas pour vous montrer de l'analytics, des choses comme ça, parce qu'il n'y a pas assez d'objets qui sont connectés. Mais pour l'automatisation, vous allez pouvoir apprécier un petit peu ce qu'on est capable de faire. Donc on a un menu provisioning qui permet de voir un petit peu toutes les choses qui sont configurées dans le réseau. Donc notre base d'inventaire. Et on va pouvoir éventuellement regarder tout ça, tout notre inventaire dans le détail, faire des tris sur les équipements, quel type d'équipement on a envie d'afficher, faire un tri éventuellement sur la région de manière extrêmement simple. Tiens, je vais regarder tous les équipements qui sont en Espagne, je vais regarder peut-être tous les équipements du type Access, tous les équipements qui sont dans une certaine image, et puis je peux faire des choses assez basiques, hein, mais toujours pratiques, sur la partie inventory toujours. Ça va être de pouvoir peut-être exporter cet inventaire sous forme éventuellement d'un fichier Excel, d'un fichier CSV, pour pouvoir derrière montrer, récupérer facilement une base de device. Hein, donc, export inventory, data, je vais pouvoir choisir ce que je vais montrer. Je veux toutes les plateformes, je veux les device roles, je veux éventuellement le serial number et la famille, voilà, et ça, je vais exporter tout ça. Et j'ai mon fichier CSV qui est généré, que je vais pouvoir utiliser derrière pour pouvoir, je ne sais pas, montrer avec mon staff peut-être financier, vérifier que les devices sont assurés, sont maintenus dans des bases, etc. etc. Hein, donc, la base d'inventaire, c'est quelque chose d'extrêmement simple. Vous allez avoir un menu de découverte réseau pour pouvoir rajouter des équipements dans votre base. À chaque fois, on va pouvoir éventuellement retourner des découvertes, des processus de découverte précédents, mais vous allez pouvoir faire de nouvelles découvertes. Et là, on va dire que tous les classiques sont là, hein, par CDP, LLDP, par range d'IP adresse. Et on va pouvoir rajouter ainsi d'autres équipements dans notre réseau. Hein. Donc, après, plutôt que de découvrir un device, ce qu'on va pouvoir faire, c'est ce qu'on appelle du plug and play. D'accord. Donc on a l'inventaire et puis on peut gérer plug and play. Alors plug and play, c'est quoi? C'est une technologie. Hein, on a un agent qui est sur tous les équipements iOS XE. Quand on va les poser quelque part, ils vont démarrer, ils vont récupérer leur plug and play serveur. Alors souvent avec l'option 43 DHCP. Bon, il y a d'autres méthodes également. Ça peut être du DNS, ça peut être du cloud. Il y a pas mal de solutions. Et l'équipement, alors par exemple un switch, va pouvoir se présenter au DNA Center et dire, voilà, moi je suis nouveau, est-ce que tu as quelque chose pour moi? J'ai fait tourner un job plug and play hier, non, avant-hier, sur cet équipement, un équipement de démo, C9300 PNP-1. J'aurais pu le faire devant vous, mais ça prend un petit peu de temps et je ne trouvais pas que ça apportait grand-chose. Donc on va pouvoir voir tout ce qui s'est passé d'un point de vue plug and play. Et là, ce qui est intéressant, on va regarder plusieurs choses qui se sont passées. Excusez-moi, c'est là. On va pouvoir voir qu'est-ce qui s'est passé d'un point de vue configuration. Alors, on a poussé une image, hein, c'est-à-dire que le switch arrive peut-être pas forcément dans la bonne image, l'image qui est validée. Donc, on va upgrader le switch automatiquement. Hein, donc là, voici l'image qui a été poussée. Et puis, on va le pousser éventuellement une configuration. Hein, une configuration que moi, j'ai définie. Hein, on définit un template de configuration qu'on va derrière appeler dans le cadre d'un process plug and play.
Donc ça, c'est ce qu'on appelle le D0. Alors moi, j'aime pas trop cette histoire de D0, D1, D2, D2. Vous allez pouvoir le voir dans pas mal de slides. J'évite de parler de tout ça. Bon, voilà, c'est une technologie. En gros, vous montez votre réseau, plug and play. C'est pas très compliqué à faire. Vous avez vos configurations qui sont précises. Vous faites un bulk import pour associer toutes vos configurations à vos devices, à leur numéro de série. Éventuellement un petit peu de variables dans les devices, bien sûr, le device name, etc., etc. Et derrière, vous pouvez provisionner ainsi de manière sécurisée et automatiser l'intégralité de vos équipements. Hein. Donc, une fois que l'équipement est provisionné avec Plug and Play, bah, il est rajouté derrière dans l'inventaire. Là, je l'ai mis en Espagne, à Madrid. Voilà, j'ai mon équipement Plug and Play qui est présent. Et puis derrière, bon, voilà, il est comme tout équipement, il est managé. Qu'est-ce que je peux faire? Bon, bah, j'ai une GUI pour éventuellement faire des commandes CLI assez simples. Bien sûr, en show, hein, on va éviter de faire le write. Le write, si vous voulez le faire, c'est Data Center qui va le faire via des process de template. Mais si vous voulez faire un troubleshoot, très simple, vous avez le command runner qui est pratique. D'accord? On a d'autres petites choses. Hein, voilà, on va pouvoir très simplement aller regarder la configuration qui tourne sur le device et les interfaces qui sont connectées, quelles interfaces sont up, down. Bon, globalement, il y a pas mal de choses qui avancent, et puis après, éventuellement, voir le device, comment il se comporte, c'est le fameux 360, le device 360, mais là, c'est la partie assurance que je ne montrerai pas maintenant. L'autre point également, si vous avez raté le début, c'est toute la partie image management. On va pouvoir pousser des images dans Data Center. On va uploader nos images. Alors, on peut aussi les importer directement depuis le CCO Cisco. On peut également les importer depuis des équipements qui seraient déjà dans le réseau. Tiens, j'ai un switch, il marche bien. J'ai envie de mettre tous les autres switches avec le même iOS. Qu'est-ce que je fais? Je peux importer l'image d'un switch. Alors, comment ça va fonctionner, ce process d'image management? Donc, vous poussez vos images et après, vous allez spécifier quelles images sont dites golden, hein, ce statut golden image. Hein, vous allez pouvoir dire pour quel type de device c'est golden. Est-ce que c'est pour l'accès? Est-ce que c'est pour le cœur? Est-ce que c'est pour la distri? Ah, là, par exemple, j'ai supprimé le statut golden. Bon, je vais évidemment le remettre. Et puis, comme je l'ai spécifié en global, eh bien, ce qui se passe, c'est qu'il y a un héritage de ce statut sur tous mes sites. Hein, donc, si je me situe à Madrid maintenant, et bien évidemment, on va considérer que l'image qui est la bonne, c'est la 16.12.1s. Mais je pourrais tout à fait dire que sur ce site, parce qu'il y a une exception, la bonne image, ça va être la 16.11.1c. D'accord? Là, je change l'image qui va être la bonne sur le site de Madrid. Et derrière, si je retourne sur Madrid, je vais pouvoir éventuellement voir qu'est-ce qu'il y a à faire d'un point de vue image management. Et voilà, on me dit, voilà, il y a besoin d'un update. Cette image n'est plus la bonne, c'est plus la golden image. Il faut la mettre à jour. Et ce qu'on a fait, c'est qu'il y a, voilà, il y a une petite croix verte, une petite checkbox verte qui me montre que on est prêt pour l'upgrade. On a vérifié, on peut regarder les détails. On a vérifié que tout était bon sur le switch, qu'il y avait assez d'espace, il y avait assez de mémoire, qu'on pouvait y accéder en SCP, etc. pour pouvoir faire ce qu'elle est bien. Pareil, que le write name avait été fait, etc. etc. Donc ça, c'est la partie upgrade. Et la partie CLI template, donc très rapidement, hein, ça c'est vraiment la base du réseau. Vous pouvez, alors là, c'est par exemple, je peux vous montrer le template que j'ai utilisé pour le plug and play. Voilà, configuration CLI brute avec une variable ici, juste le hostname, mais je peux variabiliser tout ce que je veux. Et derrière, si c'est du velocity, du VTL, ce que je peux faire, c'est que je peux faire des scripts ifs and else avec des choix, des choses comme ça. Et quand je construis mes templates, j'ai un petit menu qui me permet de voir un petit peu ce que ça donne d'un point de vue formulaire. Hein, donc je vois un petit peu ce qui m'est demandé, je peux voir un petit peu d'un point de vue variable, je peux donner des contraintes, je peux donner des précisions, et quelque chose qui est vraiment pas mal, c'est que je peux faire une simulation de ce template. Hein, donc je peux dire, voilà, je vais créer une simulation, et je vais l'appeler test, et je vais dire qu'est-ce qui se passe, par exemple, si je remplis cette variable et que je l'appelle réseau-blog. Donc là, c'est un exemple extrêmement simple, et on voit évidemment la configuration qui est résultante quand je fais ça dans mon template. Je peux vérifier ainsi, en fonction des variables qui sont poussées, si mon template fonctionne. Donc là, c'est assez basique.
Des fois, on peut mettre des templates assez touchy, hein. On a déjà vu avec des clients, avec même des scripts EM, des choses comme ça, donc ça peut avoir beaucoup de sens. Voilà, donc ça c'était un tour d'horizon très très rapide de ce qu'il y avait déjà avant, hein. Alors, sur la partie assurance, je ne vais pas trop m'attarder. Pas trop m'attarder, alors déjà parce qu'il faut des environnements de production pour montrer assurance, c'est là que c'est intéressant, c'est là où il y a des data. Donc je vais montrer peut-être deux petites choses. La partie topologie, qui me semble, voilà, qui nous est quand même demandée, c'est d'avoir la capacité d'avoir des cartes du réseau qui ont du sens. Et là, c'est pareil, hein, c'est toujours par site, hein. Je peux dire, bon, qu'est-ce qui se passe sur la France? Je peux zoomer sur la France, je peux zoomer sur un site en particulier, et j'ai des cartes qui ont du sens avec à chaque fois la santé du device. Si je clique sur un lien, je vais pouvoir avoir le détail de ce lien, qui connecte, quelles sont les adresses IP qui sont associées, et le statut de l'interface. Donc je vois tout de suite les problèmes qui sont là. Une autre chose que je peux vous montrer vraiment très rapidement, c'est la partie sensor, hein. Alors ça, c'est quelque chose que vous ne connaissez peut-être pas, si on a la capacité de mettre des sondes sur le réseau pour tester, eh bien, notamment, hein, la connexion au réseau, l'onboarding du device, est-ce que mon authentification fonctionne, voilà. Qu'est-ce qui se passe pour l'utilisateur? Alors, on peut demander à l'utilisateur, on a aussi la capacité de s'interfacer avec aujourd'hui Apple iOS, de récupérer des données Apple iOS pour voir comment se comporte le device, mais on peut aussi mettre des sondes sur le réseau, hein. Donc c'est des petits devices que Cisco fait, que vous pouvez installer aux endroits un petit peu stratégiques, et qui vont régulièrement, hein, alors c'est vous qui définissez, vous définissez pardon, les tests que vous voulez faire. Des tests de connexion réseau, des tests de connexion DNS, des tests IPSLA, vous pouvez tenter de pinguer telle ou telle chose, vous pouvez demander d'accéder à un serveur web, vous pouvez tester d'envoyer un mail, vous pouvez tenter de télécharger un fichier FTP, en FTP. Donc il y a pas mal de tests que vous pouvez faire, et après vous voyez comment ça se comporte. Et puis on a des dashboards qui existent. Alors là, bon, j'ai une petite sonde qui est extrêmement simple ici. Mais on peut avoir des choses, donc il n'y a pas forcément beaucoup de données, mais par exemple, vous allez pouvoir voir comment se passe l'onboarding pour le client, hein. Donc là, on voit globalement le temps de connexion réseau. Alors, le temps de connexion, c'est l'authentification, plus DHCP, plus l'établissement, voilà, du signal. Ça prend environ 5 secondes, hein. Donc on voit que globalement, des fois, ça fluctue un petit peu, mais c'est jamais complètement catastrophique sur le réseau. Et je vais pouvoir avoir ainsi, sur l'ensemble de mes sondes, je vais pouvoir avoir une agrégation de tous les résultats. Donc ça, c'est quelque chose que vous connaissiez peut-être pas, qui est possible depuis sur DNA Center. On a bien évidemment d'autres petites choses que je compléterai tout à l'heure. Mais là, je vais rester sur... maintenant, je vais quitter cette partie rappel, et je vais aller sur DNA Center 1.3. Alors, dans DNA Center Assurance, alors juste avant, à partir 1.3, si quand même sur DNA Center Assurance, il y a beaucoup de choses, hein. On va vérifier l'expérience côté équipement réseau, hein, comment se comporte l'équipement réseau. Voilà. Associer ça du management d'équipement réseau, mais on va quand même un petit peu au-delà. On va regarder sur des indicateurs assez fins. Mais ce qui va nous intéresser aussi, c'est surtout de comprendre l'expérience utilisateur. Hein, donc, les sondes, c'est une méthode d'y arriver, mais c'est de comprendre comment ça se passe quand un utilisateur va se connecter au réseau. Mais on va pouvoir monitorer le temps de connexion de chacun des utilisateurs et comprendre quand j'arrive sur un réseau, si la connexion est lente, est-ce que c'est lié au Wi-Fi qui est mauvais? Est-ce que c'est lié à mon serveur Radius qui ne répond pas? Est-ce que c'est lié à mon DHCP qui est au taquet? Est-ce que c'est lié au client qui est pas bon, hein, qui fait pas ce que devrait? Voilà. Donc c'est ça, manager l'expérience utilisateur, c'est aller au-delà du fameux le Wi-Fi marche pas, c'est de comprendre réellement la raison qui est derrière. Et pour faire tout ça, on a une fonction qui est assez exceptionnelle, qui s'appelle Intelligent Capture. Alors, c'est pas vraiment une fonction, c'est tout un ensemble de fonctions, c'est beaucoup de choses. Et quand j'ai préparé ce webinaire, je me suis dit, il y a trop de choses dedans. Vous allez exploser, puis moi aussi. Et ce que je vous propose, si vous êtes d'accord, c'est de faire un webinaire sur ce sujet-là, sur Intelligent Capture. Je pense qu'une heure, on peut faire un bon gros deep dive.
Et je pense que j'ai quelqu'un à côté de moi qui sera excellent pour réaliser cet exercice. Donc, je vous propose de suivre les prochains webinaires. Vous pouvez me contacter si vous pensez que c'est une bonne idée, mauvaise idée, voilà, me donner un petit peu d'informations là-dessus pour aller un petit peu plus loin sur Intelligent Capture. Voilà. Et puis, quelque chose qui existait déjà dans 1.2, c'est Application Experience, c'est comprendre comment fonctionne une application. Hein, pas au-delà de la connexion de l'utilisateur sur le réseau, quelle application il utilise et comment fonctionne cette application. Alors, dans Data Center, avant 1.3, il fallait un routeur pour ça. Un routeur était nécessaire parce que dans le routeur, c'est là qu'on montrait les applications utilisées, donc en termes de quantitatif, qui fait quoi. Et ce qu'on fait également sur le routeur, c'est on a une notion de qualité. On utilise Application Visibility and Control. Hein, on va monitorer ce qu'on appelle les Application Response Time. On va voir, par exemple, l'Application Delay, le Network Delay, et comprendre pourquoi quand l'utilisateur essaye d'utiliser Office 365, est-ce que c'est la faute du réseau? Est-ce que c'est la faute d'Office 365? Est-ce que c'est la faute du LAN, du WAN? Pourquoi ça ne marche pas? Si ça ne marche pas, on espère que parfois ça marche quand même un petit peu. Mais voilà, donc ça, c'est quelque chose. Pour avoir ces applications response time, il faut un routeur. Pour avoir la quantité, hein, c'est-à-dire le qui fait quoi, aujourd'hui, on va voir qu'on a intégré ces capacités sur les équipements, sur les switches et sur le Wi-Fi. Hein, donc, c'est quelque chose que je compléterai tout à l'heure. Et à nouveau, sur tout ce qui va être Intelligent Capture, Vincent vous fera un petit webinaire. Alors voilà, mardi 11h, je pense que c'est une bonne date. Si vous pensez à un autre moment, c'est bien. Pourquoi pas, un webinaire technique détaillé sur le sujet. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans DNA Center 1.3? Pas mal de choses. Et ce que je propose, c'est tout simplement de brosser les unes après les autres les nouveautés. Et je vais passer un petit peu vite dessus. Hein. L'idée, c'est pas de s'attarder, c'est un tour d'horizon à nouveau. Et la première chose dont on dispose, ce sont des nouvelles appliances. Alors, pourquoi des nouvelles appliances? Ce qui nous a été remonté, c'est que même si les premiers déploiements, on n'avait pas forcément des centaines de milliers de endpoints à connecter pour les premiers déploiements, il y a besoin de se projeter un petit peu. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on a rajouté, on a créé des appliances Data Center plus grandes, hein, des TRL, des large et des extra large, qui vont, hein, pour la extra large, c'est jusqu'à 100 000 endpoints. Alors, pour l'extra large, on spécifie bien, c'est 40 000 filaires, 60 000 Wi-Fi. Il y a d'autres paramètres techniques à prendre en compte, le nombre d'équipements réseau, le nombre d'AP. Mais voilà, donc on n'est plus restreint comme aujourd'hui à 25 000 endpoints. Je ne vous cache pas que 25 000, déjà, c'était pas mal. Et pour rappel, pourquoi 25 000 endpoints? Parce qu'on ne manage pas le réseau, que le réseau. On garantit et on supervise également l'expérience utilisateur. C'est pour ça que la notion de endpoints est extrêmement importante. Les détails de scale sont tous communiqués en ligne, il n'y a pas de surprise. Alors, plein de facteurs peuvent influer sur le scale. Mais voilà, regardez les release notes, regardez les détails, vous aurez les informations qui vont bien. Une autre fonctionnalité qui est extrêmement importante, s'appelle Rolling API Upgrade. C'est une façon de pouvoir upgrader un réseau wireless, un contrôleur access point, hein, tous ensemble, sans avoir ce moment où éventuellement on doit couper le réseau, on doit tout remonter, etc. C'est une façon élégante d'upgrader le réseau, de façon assez safe, je dirais, pour l'administrateur, vous allez voir, et surtout qui est extrêmement indolore pour le end-user. Parce que beaucoup, on parle d'expérience administrateur, hein, maintenant, c'est vrai qu'on se concentre parfois un petit peu sur avoir une belle interface graphique, etc. C'est quand même intéressant de s'assurer que derrière, les choses sont propres, parce que la clé, c'est quand même le end-user, c'est l'utilisateur dans le réseau, c'est lui qui doit bénéficier de la fonctionnalité, pas que l'administrateur, bien évidemment. Alors, le principe est le suivant, hein, imaginez, vous avez deux contrôleurs Wi-Fi, hein, qui sont dans le même mobility group. Alors évidemment, pour pouvoir faire cette fonction, on va avoir deux contrôleurs Wi-Fi, sinon ça marche un petit peu moins bien. Et l'idée, vous allez voir, ça va être de basculer les AP de l'un à l'autre progressivement. Alors,
deux contrôleurs Wi-Fi, un primary et puis un qui est évidemment secondaire et qui est déjà upgradé, hein, qu'on a upgradé via DNS Center, via l'outil que je vous ai montré tout à l'heure. Et là, quand on va demander à upgrader le primary controller, on va voir qu'il y a déjà des AP qui sont connectés dessus. On va pouvoir spécifier le nombre d'AP qu'on va vouloir basculer, upgrader à chaque fois. Alors, vous allez comprendre ce que ça veut dire. On va calculer, avec tout ce qui est radio management, on va calculer les AP qui sont proches les uns à côté des autres pour éviter d'avoir des zones d'ombre, des zones sans connectivité. Donc, par exemple, on va dire, tiens, je vais upgrader les AP, je vais en faire 25% à chaque fois. Donc, on va élire 25% d'AP, on va sélectionner 25% d'AP de manière intelligente dans le réseau. On va éviter par exemple de gratter tout le quatrième étage d'un seul coup, ça ne serait pas une bonne idée. On va piocher quelques AP au quatrième, quelques AP au troisième, quelques AP au deuxième. On va regarder les radios pour s'assurer qu'on ne laisse pas de zone d'ombre. Et puis, on va les basculer groupe par groupe. Donc évidemment, quand on va les basculer sur le nouveau contrôleur, eh bien, ils vont s'upgrader. Et on a cet upgrade qui a lieu de cette manière-là. Et comme les deux contrôleurs sont dans le même mobility group, bah, vous comprenez qu'il n'y a pas d'impact, au final. D'accord? Donc, quand on arrive dans cette étape du process, il reste le contrôleur primary qui était à finir d'upgrader. Ça, on le fait. D'accord? Pas d'impact parce qu'il n'y a plus d'access points qui sont rattachés sur ce contrôleur. Et après, alors ça c'est optionnel, ce qu'on peut décider de faire, c'est ensuite les ramener tous les access points sur le primary pour des questions opérationnelles, pour savoir que c'est toujours celui qui est, je sais pas, en haut de la baie qui est primary et celui qui est en bas de la baie ou la deuxième baie qui est backup pour savoir un petit peu où on en est. Voilà, donc ça c'est le process de rolling API upgrade. C'est quelque chose qui se fait très simple, hein, c'est dans Data Center, dans votre menu de provisioning, vous avez la capacité d'activer, hein, vous avez un simple checkbox à faire, d'activer Rolling API Upgrade et de déclarer le pourcentage d'AP que vous allez vouloir upgrader à chaque fois. Alors si 25 c'est trop pour vous, vous faites 10%, pourquoi pas, vous faites bien ce que vous voulez. Après ça prendra plus longtemps. Donc, après, peu importe, ça prenne du temps. Hein. L'important, c'est qu'au final, ça soit upgradé sans impact pour les utilisateurs. Juste un update image, pareil dans le menu provision, hein, comme j'ai le menu que j'ai montré tout à l'heure. On voit bien ici le outdated que j'ai montré tout à l'heure. Vous faites un update image, et comme on a déclaré que c'était du rolling API upgrade, le process va se lancer automatiquement. Il n'y a pas à comprendre trop les détails du contrôleur, etc. DNS Center va orchestrer ça pour vous. Et évidemment, on ne va pas faire qu'upgrader, on va vous donner un petit peu de visibilité sur ce qui est en train de se passer. Et ça, c'est plutôt pratique, hein, évidemment, pour le management, ce n'est pas juste une boîte noire. On vous donne l'intégralité des opérations, les images qui sont poussées, les AP qui sont basculées les uns après les autres. Voilà, alors ça, c'était pour Rolling API Upgrade. Alors, je pourrais passer 2 heures là-dessus. Alors, je dis je, peut-être pas moi, mais Vincent, c'est sûr. Je vais aller vers une autre fonctionnalité qui est essentielle, qui était très attendue également, qui est la fonction appelée de RMA. Alors RMA, malheureusement, tout le monde connaît ça, c'est le moment fatidique où il y a un équipement qui est en vrac et il faut pouvoir le remplacer par un autre. Ce n'est pas forcément quelque chose d'extrêmement compliqué. Là, l'idée, c'est de l'automatiser. Donc, c'est ce que DNS Center fait, c'est la capacité de complètement automatiser le process de RMA. J'ai un ancien switch, je l'enlève, d'accord. Enfin, évidemment, les opérations manuelles, vous comprendrez que celles-là, il va falloir continuer à les faire. Mais, on récupère sa configuration, on récupère les licences, on va récupérer les images qui étaient dessus, éventuellement les certificats, et hop, on va tout reprovisionner sur le nouveau device. On va s'assurer que le device est remplacé également dans ISE, avec les bons credentials, que les licences sont bien replacées, et puis tout ce qui va être certificat, etc., on va s'assurer que ça continue de fonctionner comme avant. Ah, donc tout ça, ce sont des choses que vous faites aujourd'hui à la mano quand il y a un incident, et là, en quelques clics, vous allez pouvoir automatiser ce process.
Alors, Score Roadmap, c'est la partie wireless. On s'est attaché sur la partie filaire aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Et généralement, quand les choses sont marquées roadmap, vous connaissez, ça va très très vite sur Data Center. Alors, quand on va faire un RMA, on va faire un RMA entre un device et son équivalent exact. On ne va pas faire un RMA entre un switch 48 ports et un switch 24 ports. Déjà, ça n'a pas forcément beaucoup de sens. Mais après, c'est compliqué de savoir ce qu'on fait avec les 24 derniers ports. Donc, il faut remplacer un device par son équivalent exact. D'accord ? On va fonctionner dans le cadre RMA sur des réseaux traditionnels, mais également en fabrique. Et là, on a deux méthodes de RMA. Le RMA complet, en mode zéro touch, dans le sens où, dans ce cas-là, on va utiliser ce que j'ai montré tout à l'heure, le process plug and play. C'est-à-dire que le nouveau switch sera provisionné intégralement. Vous sortez du carton, vous n'avez rien à mettre dessus. Il découvre DNS Center, il récupère la bonne configuration, tous les paramètres en plug and play. D'accord ? Ça, c'est fonctionnel. Ce n'est pas encore fonctionnel pour SD Access. Ça le sera prochainement. Et on a le One Touch RMA. C'est là où vous mettez, on va dire, les 5 premières configurations. C'est-à-dire vous permettez au device d'être rajouté dans l'inventaire de Data Center via un processus de découverte. Et après, vous faites votre RMA. Donc les deux sont possibles. Évidemment, on va essayer d'aller au maximum vers le zéro touch. Maintenant, voilà, tout est possible. D'accord ? Donc aujourd'hui, les routeurs, les switches. Alors, avant évidemment le problème, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tous les jours, on va on va apprendre le dernier état l'état du device, sa dernière configuration, son dernier iOS. On va mémoriser cette information tous les jours, également les licences, etc. D'accord ? On va mémoriser ça également au moment de la première découverte du device. Et quand cet équipement est tombé, alors aujourd'hui on peut pas faire un RMA sur un équipement qui marche. Il faut que l'équipement soit plus joignable de DNA Center. C'est une condition pour pouvoir démarrer, pour marquer le device comme pour un remplacement. C'est comme ça que c'est dans la GUI. Donc ça c'est la deuxième opération. Et puis après vous rentrez dans le workflow complet où vous choisissez le nouvel équipement. Donc ça je vais vous le montrer dans les slides. Alors, première opération, vous voyez, vous avez un device, alors c'est écrit petit, mais vous voyez un device qui est unreachable à ce niveau-là. Donc, comme il est unreachable, ce que je peux faire, je peux cliquer, je peux faire une action sur ce device et le marquer pour remplacement. D'accord ? Une fois que c'est fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier que le RMA va fonctionner. Il y a des pre-checks qui sont faits, comme on fait ça avant un upgrade iOS. On va vérifier que les conditions de RMA sont bonnes. Qu'on n'aille pas se lancer dans un processus automatisé si on sait que pour une raison X ou Y, ça ne marchera pas. Dans un deuxième temps, vous allez préparer le nouveau device. Alors, soit en one touch, c'est-à-dire vous allez le rajouter dans l'inventaire avec un ensemble préalable de configuration, soit vous le branchez sur le réseau et vous vous assurez que cet équipement pourra fonctionner en plug and play. C'est-à-dire qu'il faut supprimer toutes les configurations du device, tous les certificats, le nettoyer complètement, ou alors vous en achetez un nouveau, comme ça il arrive tout neuf, et automatiquement le plug and play se met en place. Et évidemment, il faut que votre réseau soit designé pour pouvoir fonctionner en plug and play. Dans ce cas-là, le device boot, il récupère l'information du DNA Center et il est prêt. Il arrive dans le menu plug and play et vous pouvez lui pousser des configurations. Mais là, plutôt que de lui pousser des configurations, vous allez utiliser le workflow RMA pour le provisionner. Donc, vous cliquez sur Replace Device, vous choisissez l'équipement que vous voulez remplacer, d'accord ? Donc, soit c'est un équipement qui est déjà dans l'inventaire, managed, ou soit vous pouvez choisir un équipement qui est en statut unclaimed, qui attend d'être provisionné par plug and play. Et après, vous n'avez plus qu'à démarrer, Start, Next. Et comme toujours, vous avez à la fin un rapport qui vous explique comment les actions se sont passées. D'accord ? Donc je vais assez vite. Maintenant, l'important ici dans ce webinaire, à nouveau, c'est de comprendre ce qu'on peut attendre ou quel type de fonctionnalités peuvent vous intéresser pour la suite avec DNS Center. Voilà. Alors,
Ça, c'était pour la partie RMA. Alors, idem, vous voyez, c'est très verbeux comment ça s'appelle, sur les logs que vous allez pouvoir avoir. D'autres nouveautés, quelque chose qui était assez attendu. Je sais que certains étaient frustrés parfois de dire oh là là, je déploie mon réseau avec Data Center, je déploie une fabrique SD Access, etc. Et je ne vois pas les applications. Mon switch sait faire du N-bar, mon switch sait faire du DPI, mon contrôleur Wi-Fi, mon AP, tout le monde sait faire du DPI, mais je n'avais pas les informations dans DNS Center. Fallait juste un petit peu de patience, on ne peut pas tout faire d'un coup, on ne voulait pas mettre la charrue avant les bœufs. D'abord, on stabilise le réseau, on fait en sorte que ça marche, et après on rajoute les fonctionnalités. On en est là. Donc maintenant, on a le Workflow Application Visibility en mode traditionnel, comme en mode SD Access. Alors en mode traditionnel, je peux vous montrer ce que j'ai fait dans mon lab, de manière très simple. J'ai éventuellement un utilisateur qui est connecté à mon lab. Je veux savoir que fait ce client. Donc je vais sur ce qu'on appelle le client 360, où je vois comment l'équipe comment le endpoint est connecté au réseau. S'il y a des problèmes sur mon endpoint, comment tout s'est bien passé pour le DHCP, l'authentification. Je peux faire un passtrace pour savoir les routes qu'il emprunte sur le réseau, ça n'a pas changé. Et là, vous avez ce menu Application Experience ici, où je vais pouvoir regarder les applications utilisées par mon client. Alors là, c'est des petits scripts, donc ça n'aura pas beaucoup de sens. Donc là, je vois que j'ai du Salesforce, par exemple, et si je clique, je vais pouvoir voir quelle est la quantité de cette application qui est faite sur le réseau. D'accord. Alors là, vous êtes peut-être un petit peu choqué, vous dites, oh là là, il y a du no data available partout, pourquoi? C'est exactement ce que je vais dire en introduction. Au niveau aujourd'hui des commutateurs et des contrôleurs Wi-Fi, du wireless, vous allez voir le quantitatif. D'accord. Pour le qualitatif, ça requiert un traitement quand même très très fin des paquets. On va regarder finement les échanges TCP pour comprendre qu'est-ce qui se passe, où sont les loss, si c'est sur des application delay, des network delay, etc. Tout ce que vous avez ici, network latency, le latency au niveau du serveur, on va pouvoir savoir si c'est un problème qui vient du serveur, ce qui vient de l'application. Voilà, tout ça, on va pouvoir le regarder. Mais pour ça, il faut un routeur ou une NAM. NAM, je rappelle, c'est un module d'analyse, Network Analysis Module. C'est un équipement que vous mettez sur vos réseaux, sur vos nouveaux réseaux. Vous pouvez faire du port mirroring pour envoyer le trafic sur votre NAM qui va pouvoir faire ce type d'analyse et renvoyer les données au DNS Center. D'accord. Donc là, le point, c'est que à nouveau, filaire Wi-Fi, vous avez la partie quantitative. Pour le qualitatif, il faut aller un petit peu plus loin. Je ne dis pas que ces choses-là seront figées ad vitam aeternam. Aujourd'hui, c'est le statut, il faut bien comprendre ce qui est présent. Vous avez des applications business relevant et business irrelevant. Et ça, c'est en fonction de la classification que vous aurez faite. Vous avez un module pour pouvoir classifier quelles sont les applications qui ont du sens ou pas dans votre réseau. Voilà pour Application Visibility. Une autre intégration qui est présente dans le réseau également, c'est l'intégration de Stealthwatch. Stealthwatch, c'est une solution qui est extrêmement puissante au niveau de Cisco. Je rappelle, Stealthwatch, c'est toute une solution qui permet de collecter l'intégralité des flux qui transitent par votre réseau. Alors, ça peut être LAN, WAN, data center, peu importe, vous envoyez des exports NetFlow. On va éviter le sampling parce que pour de la sécu, on préfère voir tous les paquets. Donc c'est-à-dire qu'il faut configurer NetFlow partout. Envoyer tous les flux sur votre collecteur NetFlow Stealthwatch. Et Stealthwatch va tourner des routines d'analyse pour essayer de comprendre ce qui se passe dans votre réseau. Vous pouvez faire des règles pour dire qui a le droit de parler avec qui, etc. Et vous allez pouvoir mesurer ce qui se passe dans votre réseau. Est-ce qu'il y a un dîner de service? Est-ce qu'il y a un vol de données massif? Est-ce qu'il y a un verre qui est en train de se propager dans votre réseau, etc. etc. Ça, c'est ce que Stealthwatch va faire. Alors ETA, ça va un petit peu au-delà. ETA, c'est Encrypted Traffic Analytics. L'idée d'ETA, c'est qu'on va enrichir le NetFlow traditionnel avec des informations sur notamment l'échange de certificats. On va envoyer le premier paquet, on va envoyer comment le flux se comporte. Il y a une grosse différence entre un flux
où on pourrait voir un paquet toutes les 10 secondes ou une courbe beaucoup plus régulière. Ça, pour détecter des incidents de sécurité, la manière dont le flux est structuré, c'est extrêmement important. Donc ETA, c'est un enrichissement de NetFlow, de cette solution, pour pouvoir trouver des menaces, y compris quand le trafic est chiffré. Hein, on ne décrypte pas le trafic, ce n'est pas le point, mais même si le trafic est chiffré, on va voir des patterns de trafic, on va voir des modes de transmission de données, on va voir aussi le type de certificat qui est utilisé. Ça peut en dire long aussi, vous allez pouvoir vérifier que tout le monde fait bien que du TLS 1.3 dans votre réseau ou pas, ou du SSL ou quelque chose. Donc vous allez pouvoir vérifier également si tout le monde d'un point de vue crypto est compliant avec vos décisions. Alors ça faisait des fois un petit peu peur. Hein, on a envie de faire tout ça, on a envie d'avoir accès à tout ça. Maintenant on se dit, est-ce qu'on va avoir le temps de configurer son réseau pour bénéficier de cette solution? Ben voilà, c'est ce que fait DNA Center. Vous avez tout un workflow d'intégration avec StealthWatch. Alors, comment ça va fonctionner? Petite démo, alors je n'ai pas mis StealthWatch dans mon réseau, mais vous allez comprendre vite le principe. Vous allez dans les settings de votre DNA Center, et dans les settings, vous avez la capacité de rajouter votre StealthWatch Management Console. Hein, d'accord, c'est le cœur de la solution StealthWatch. Ce n'est pas le collecteur, il peut y avoir plusieurs collecteurs. Et après, dans votre menu de provisioning, vous avez la capacité derrière d'activer des services. Et parmi les services, vous avez StealthWatch Security Analytics. Et là, évidemment, je n'ai pas ajouté de StealthWatch, hein, mais dans ce cas-là, après, vous allez être capable, eh bien, pour les devices qui le supportent, d'activer StealthWatch. Donc en un clic, comme j'ai activé Application Visibility and Control en un clic, hein, c'est-à-dire je n'ai pas eu à faire de configuration sur mon équipement, c'est ça qui est intéressant aussi, ce que je n'ai pas souligné tout à l'heure, hein, toute cette capacité d'avoir le Deep Packet Inspection, je n'ai pas eu à rajouter de configuration sur le switch pour le faire. C'est DNA Center qui l'a fait pour moi, il a configuré le switch et il me montre les données. Ben là, c'est exactement pareil pour StealthWatch, on va configurer automatiquement le switch avec les paramètres qui vont bien. Donc voilà pour StealthWatch. Un autre point, une autre innovation assez intéressante, hein, vous voyez, je passe un peu du coq à l'âne, hein, mais voilà, c'est le principe de ce tour d'horizon, c'est Application Hosting. On vous l'a dit, sur des catalystes 9000, notamment les 9003, 9004, on va pouvoir faire tourner des applications. Pourquoi vous feriez ça? Je peux imaginer sur un site distant, par exemple, vous voulez faire tourner une sonde de mesure, vous voulez faire tourner une petite application un peu lightweight, hein, l'idée c'est pas un serveur, hein, mais vous allez pouvoir faire tourner des applications. Et on voit pas mal de clients qui sont intéressés pour aller un petit peu plus loin là-dessus, mais après qui sont un petit peu effrayés en se disant là, mais moi mon réseau, je n'ai pas qu'un switch, j'ai peut-être 300 sites distants, sur chaque site distant j'ai plusieurs switches, j'ai besoin d'un outil pour coordonner tout ça. C'est exactement ce que DNA Center va faire. Donc, depuis dernière version iOS, depuis la 16.12, je crois, on va supporter Application Hosting. Alors, on avait déjà le support, mais plus ou moins en bêta, si vous voulez. On a pris le temps de valider avec pas mal de partenaires. Donc, on va pouvoir hoster des applications sous forme de containers Docker. Hein, c'est le choix qui a été retenu. On va pouvoir déployer des containers Docker sur des switches. Et tout ça, on va le faire depuis DNA Center. Donc, on a un menu qui s'appelle Application Hosting dans les services. On avait StealthWatch, on avait Application Visibility, maintenant on a Application Hosting. Et là, vous allez pouvoir, comme vous uploadez une image iOS, vous allez pouvoir uploader une application, le conteneur de votre choix, avec possiblement derrière la capacité, évidemment, comme c'est un conteneur Docker, de pré-provisionner le conteneur avec les bonnes informations, une adresse IP et la configuration qui va bien pour pouvoir tourner sur le switch. Donc, je ne sais pas si vous avez envie, je sais pas, de mettre un iPerf sur un switch, c'est tout à fait possible. Vous allez sur Docker Hub, vous allez récupérer le conteneur qui va bien, sinon vous le déployez vous-même, vous le déployez sur le switch et le tour est joué. Alors, le tour est joué, mais attention quand même, il faut avoir prévu le coup. Il y a besoin de stockage, il y a besoin de stocker les fichiers sur le disque.
Et là, le choix qui a été retenu, hein, je vous ai dit, on a passé pas mal de temps à tester les choses. On a testé sur la flash, hein, la flash du switch. On a vu que c'était pas possible. Il y a des risques opérationnels à partager la flash du switch avec une application. Ça surtout, voilà, on veut que ça soit, tout ça, on veut que ça soit sans compromis sur le réseau. Donc on va dédier un cœur CPU, hein, c'est 25% de la CPU qui est allouée à l'application, à l'ensemble des applications, devrais-je dire. On va allouer de la mémoire également. Et pour le stockage, il faut que vous ayez un disque dans l'équipement réseau, dans le switch. Et aujourd'hui, voilà, c'est un disque USB 3.0. C'est un disque que vous pouvez commander. Et je ne peux que vous encourager pour vos prochaines commandes à prévoir, peut-être pas sur tous les switches, mais ça peut avoir du sens d'avoir quelques disques sous le coude. Parce que ça serait dommage d'avoir un super outil automatisé pour déployer vos applications et de vous dire mince, j'ai oublié le disque et là il faut que j'envoie quelqu'un sur site pour pouvoir rajouter un disque. C'est un petit peu dommage, je trouve. Voilà, donc n'hésitez pas à y penser si vous êtes dans cette mentalité. Voilà. Sur 9400, ça arrive un tout petit peu plus tard, hein, ça arrive dans la release qui est là incessamment sous peu. J'espère qu'elle n'est pas tombée cette nuit, je ne l'ai pas vue, mais ça doit être fin novembre, début décembre, la 17.1. Hein, et là également, il faut avoir ce disque inséré dans la SUP. Évidemment, vous pouvez l'acheter à la commande pour éviter d'avoir un petit peu de manipulation à faire. Donc voilà, ça c'est le principe d'application hosting. Ce qu'il faut retenir, hein, c'est hoster des applications, c'est sympa. Vous avez pas mal de switches sur le réseau. Il faut pouvoir orchestrer tout ça et c'est le but de DNA Center. Une autre nouveauté, alors c'était quelque chose qui était plus ou moins en bêta depuis pas mal de temps, c'est Wide Area Bonjour. À Wide Area Bonjour, le principe est assez simple. C'est que vous avez le protocole Bonjour qui est très efficace à la maison pour pouvoir découvrir des services qui sont sur votre LAN. Hein, ça marche sur du multicast niveau 2, donc très très bien. Maintenant, le problème qu'on a sur un réseau d'entreprises digne de ce nom, c'est qu'on va éviter d'avoir du layer de partout. On sait tous ce que ça donne. Donc à un moment donné, si on veut router, eh bien, bonjour, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne plus. Donc ça fait pas mal de temps qu'on a cette fonctionnalité sur Catalyst qu'on peut configurer pour pouvoir faire du routage de protocole bonjour, de MDNS. Ça c'est sympa, voilà, entre deux réseaux. Maintenant, quand ça va être à travers du WAN, et si vous allez avoir beaucoup de routeurs, etc., ça peut être compliqué d'avoir à router toutes ces requêtes les unes avec les autres. Et l'architecture qui est présente ici, alors je vais passer rapidement, c'est la capacité d'interconnecter du local area bonjour, hein, le bonjour que vous connaissez qui est sur le LAN, entre deux subnets, et ça, on va le faire à travers DNA Center. Alors, c'est vraiment une exception dans DNA Center ici, c'est que DNA Center n'est plus seulement du management plane, DNA Center intervient directement sur le control plane. Alors, pour ça qu'on fait un DNA Center avec un cluster, on considère que c'est fiable. Ça change un petit peu par rapport aux autres fonctionnalités qui ont tendance à être déportées sur le réseau. Hein. C'est-à-dire, traditionnellement, on prend un DNA Center, on l'enlève, le réseau, il ne bouge pas. Là, c'est un petit peu différent parce que c'est du control plane. Hein, donc, il vaut mieux s'assurer que le DNA Center reste up and running. Et ce que ça va faire, tout simplement, c'est que vous avez une application dans DNA Center qui va parler via un protocole qui s'appelle BCP, Bonjour Control Protocol. Hein. Donc, on a un peering qui est établi entre les agents et le contrôleur et le DNA Center. Et ainsi, DNA Center va récupérer toutes les annonces ou toutes les requêtes pour des services, venant de tous les LAN. Et sur DNA Center, vous avez la capacité, sur l'application Wide Area Bonjour, vous avez la capacité de définir des policies, qui peut parler avec qui, quel service peut être découvert par qui. Extrêmement, extrêmement puissant. Et notamment, on va pouvoir s'en servir dans une architecture SD Access, qui est une architecture routée. Donc si on veut faire du bonjour en SD Access, on a intérêt, alors on peut le faire en floodant, on peut faire du flood and learn en SD Access maintenant, mais on peut aussi se servir de Wide Area Bonjour, qui est peut-être un petit peu plus élégant et un petit peu plus scalable. Voilà. Donc voilà, à méditer, si vous avez des devices qui nécessitent bonjour dans vos réseaux, vous n'avez plus d'obligation à étendre votre niveau 2 partout, vous
pouvez faire des designs propres tout en conservant l'utilisation de ce protocole qui est assez facile à utiliser. Alors, Joueur, bon, je vous ai dit, ces webinars, c'est toujours un petit peu informel. L'idée, c'est d'échanger. Donc là, ça débordera un petit peu. Si vous devez y aller, bah, écoutez, tant pis. Maintenant, je vais continuer pour les autres. J'espère que vous resterez nombreux. Je vois quand même pas mal de monde sur le WebEx. Et je vais enregistrer ce webinar, enfin si la qualité est au rendez-vous, et j'essaierai de le publier sur la chaîne YouTube du blog et sur le blog. Donc vous pouvez regarder la fin si nécessaire. Là, on arrive à des petites choses qui sont assez intéressantes, qu'on attendait avec impatience. Ça fait pas mal de temps qu'on le testait, qu'on l'a rodé avec des clients en bêta. Le nom officiel, c'est AI. Alors, toujours difficile, AI, hein, intelligence artificielle à l'envers, c'est AI, Network Analytics. Voilà. Donc, on va aller un petit peu plus loin. L'idée, c'est d'aller un petit peu plus loin qu'assurance. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder? Alors, je vais zapper un petit peu tout ça. Je vais plutôt aller tout de suite sur l'architecture et vous allez comprendre ce qu'on fait. L'idée, ici, vous avez votre réseau qui est là, d'accord, qui discute avec le data center, qui va être chez vous, qui va être on-prem. D'accord. Donc, on va collecter plein de choses du réseau. Et après, derrière, on va extraire les informations importantes et on va les anonymiser. Très importante, anonymisation des données. Et une fois que ces données sont anonymisées, si vous avez décidé d'utiliser cette fonction AI Network Analytics, on va envoyer ces données dans notre cloud, d'accord, dans lequel on a des pipelines qui sont là, qui vont regarder toutes les données qui sont reçues, qui vont analyser les données reçues et qui vont qui vont chercher des informations intéressantes pour votre réseau. D'accord. Donc, c'est du vrai machine learning qui est derrière, de vrais algorithmes de machine learning. Et ça qui est intéressant, c'est qu'on ne va pas s'arrêter sur ce que l'on sait. Si vous regardez un petit peu, ça sera un peu la suite, mais si vous regardez ce qu'on a fait pour l'instant, c'est on sait ce qui provoque un incident et on va monitorer ce qui provoque cet incident et on va pouvoir en déduire ce qui se passe. Ici, c'est un petit peu différent, c'est qu'on va aller chercher plein de données et on va trouver des corrélations entre certains types d'événements et qu'on va vous les présenter. Et là, l'idée, c'est de vous montrer des choses qui seront intéressantes. Et comme c'est dans le cloud, on va pouvoir aussi vous permettre de vous comparer avec d'autres clients. C'est quelque chose qu'on fait déjà, notamment sur la sécurité. C'est des fois très compliqué de dire est-ce que mon réseau il est bien ou est-ce qu'il n'est pas bien? Est-ce qu'il est bien sécurisé, pas bien sécurisé? Très difficile à déterminer tout ça. Ici, l'approche, c'est de dire, bon, est-ce que finalement, par rapport aux autres clients qui sont dans le même métier que vous, qui sont dans le même cas de figure que vous, qui ont à peu près les mêmes réseaux que vous, est-ce que votre réseau fonctionne mieux ou moins bien que les autres? Et ça peut être un bon indicateur aussi pour savoir si vous avez du travail ou pas pour les 5 prochaines années. Donc, on a tout ce compute qui est fait sur le cloud et après, les données sont récupérées et présentées sur le data center. Donc, c'est-à-dire que d'un point de vue expérience de l'administrateur, ce coup-là, rien ne change. C'est-à-dire, vous allez sur votre data center, il faut juste savoir que les données, elles ont été préalablement calculées, analysées sur le cloud. Alors, comme c'est du machine learning, il faut apprendre. Et apprendre, ça prend du temps. Quand vous commencez avec AI Network Analytics, on vous dit qu'il faut 4 semaines pour commencer à avoir des choses. L'idée, c'est de comprendre comment votre réseau fonctionne et de voir quand il ne fonctionne pas comme il a l'habitude de fonctionner. Et c'est là qu'on va pouvoir détecter aussi des alarmes. La promesse, alors je ne dis pas qu'on y est tout de suite aujourd'hui, je pense qu'il y a déjà des choses très intéressantes. La promesse, c'est quand même de considérablement limiter le nombre d'alarmes. On sait ce que c'est que d'avoir des alarmes au quotidien, que finalement on drop, puis on ne regarde même plus. Ce n'est pas l'objectif là. L'idée, c'est on comprend votre réseau, et plutôt que de vous envoyer des alarmes par rapport à des critères arbitraires, là, l'idée, c'est de vous donner des alarmes quand il se passe quelque chose de différent
au niveau de votre réseau. Tiens, aujourd'hui, j'ai toujours eu 10 clients sur cette AP. Aujourd'hui, j'ai 70 clients. C'est peut-être une anomalie qui est en train de se passer. Peut-être pas. D'accord? Et c'est vous, après, vous allez pouvoir décider de dire, entraîner, aider le modèle à progresser. Hein, c'est très important dans le machine learning, c'est expliquer au modèle ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, et vous allez l'entraîner. Hein, donc, à fur et à mesure de dire ce qui est pertinent pour vous, bien, le modèle sera de plus en plus pertinent lui aussi. D'accord? Donc ça, c'est la théorie. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir regarder? Des anomalies avec... Alors, on va regarder un petit peu tout. Je vais passer là-dessus. Vous allez voir les graphes. Je pense que c'est encore ce qui sera le plus intéressant pour vous. Donc, vous avez, dans le menu assurance, vous avez les issues, la santé du réseau. Et voici ce qui est nouveau, c'est Trends and Insights. Hein, vous voyez ce qui a été rajouté sur la partie alarme générée par ce moteur d'analytics. Hein, donc, à ne pas confondre avec le menu généré par assurance. À droite, c'est le menu généré par Network Analytics. Donc, dans vos issues réseau, hein, c'est là où vous voyez la totalité des problèmes qui sont rencontrés sur le réseau. Vous allez voir certaines d'entre elles, vous avez un symbole AI, intelligence artificielle. Donc, ça vous indique comment cet incident a été régénéré, comment cet issue a été généré. Ben, c'est par ce module d'analytics. Et là, on voit qu'on a une grosse déviation par rapport à ce qui est régulier, à la baseline. On va voir qu'il y a beaucoup d'échecs de connexion. Hein. Alors je vais passer là-dessus. Voilà. Pourquoi beaucoup d'échecs de connexion? Ben voilà, vous voyez un petit peu le modèle. En vert, c'est ce qu'on a l'habitude de voir. Hein, c'est comme ça que le modèle a été entraîné pendant plusieurs semaines. Et là, on voit que tout à coup, il y a des choses qui se comportent pas comme on a l'habitude. On a des écarts significatifs par rapport à notre baseline. Et là, on détermine qu'il y a un incident. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir faire de la corrélation. Hein, parce que l'idée, c'est de trouver pourquoi on a ces problèmes. Et c'est ce que va faire ce module d'analytics. Il va avoir plein de données et il va essayer de faire de la corrélation entre elles. C'est-à-dire, c'est marrant, quand j'observe ici des DHCP timeout, je vois que j'ai une corrélation entre les DHCP timeouts et les problèmes d'onboarding. Donc, manifestement, mon problème est lié au DHCP. D'accord? C'est de la corrélation, c'est pas de la causalité, hein, c'est une causalité possible. Hein, corrélation n'implique pas causalité, je rappelle ce point-là important, mais quand même. Hein, on sait généralement d'expérience sur le réseau, quand on voit deux courbes qui bougent en même temps, ça vaut quand même le coup de s'intéresser à ce qui se passe. Et là, la promesse est très forte, c'est que regardez ça à la mano, enfin, je veux dire, de manière manuelle tous les jours, de se connecter sur le graphique, regarder comment les courbes évoluent entre elles, c'est très compliqué. Là, la promesse derrière tout ça, et c'est ce qu'on commence à voir hein, avec les premiers résultats, alors c'est assez jeune, mais c'est assez engageant hein, ce qu'on arrive à obtenir, c'est de pouvoir commencer à donner des pistes et à trouver des choses qu'on n'aurait pas pu voir autrement et remédier à des problèmes peut-être graves sur le réseau qui peuvent aujourd'hui, ben, on les met un peu sous le tapis, on ne les voit pas, et le jour où on les voit, c'est trop tard, ce sont des problèmes qui vous explosent et puis qui vous entraînent des incidents majeurs. Alors, à nouveau, vous avez le droit de ne pas être d'accord. Tiens, finalement, cette information, est-ce qu'elle a du sens pour vous? Was this helpful? Vous avez un pouce up, un pouce down, hein, vous dites. Et comme ça, vous allez pouvoir entraîner le modèle, expliquer si c'est important ou pas pour vous. Et puis la prochaine fois, le modèle sera plus pertinent et vous donnera les bonnes informations. Ça, c'est un autre exemple aussi. On va avoir des déviations dans le nombre de clients connectés. Bon, là, c'est un petit exemple. Hein, ça, je peux vous montrer ça sur un outil en live. Je vais pouvoir voir parmi mes insights, je vais pouvoir voir ici que j'ai des déviations dans le nombre de clients connectés sur les dernières semaines. Là, j'avais un access point qui avait l'habitude d'avoir 12 clients. Il est passé à 23 clients, il est passé à 30 clients. Donc, en 4 semaines, j'ai quand même une moyenne du nombre de clients qui a triplé pratiquement.
Donc, ce n'est pas forcément un incident, d'accord? Mais je peux quand même m'intéresser un petit peu à tout ça. Hein. Est-ce que c'est important ou pas? Si on s'en fout, hop, pouce down, puis peut-être qu'au bout d'un petit moment, on ne me donnera plus l'information. Maintenant, peut-être que c'est intéressant de savoir que sur cette zone-là, eh bien, on se rend compte qu'on a oublié de mettre 1 ou 2 AP et que ça serait peut-être pas mal d'y penser, d'avoir une meilleure couverture Wi-Fi. Voilà, ça c'était pour vous montrer autre chose que des slides. Et pour vous montrer que tout ça est bien évidemment bien réel. Alors, des choses qui vont. Alors, dans ce module, on a rajouté des choses qui ne sont pas forcément liées à du machine learning, des bons dashboards qui vous expliquent l'utilisation, alors vraiment avoir des données massives, quels sont les access points les plus utilisés sur le réseau, quand ils sont utilisés, les moyennes, comment ils se situent par rapport à la moyenne, etc. etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Alors ça, c'est quelque chose qu'on peut avoir également. Des fois, vous avez votre patron qui arrive qui dit oh, « je ne comprends pas, à chaque fois que je vais sur ce site-là, c'est pourri, ce site-là fonctionne moins que tel autre site ». Là où vous êtes là en tant qu'administrateur et vous avez besoin d'indicateurs macro qui vous permettent de comparer deux sites entre eux. C'est exactement ce que va faire ce module de Site Comparison. On va pouvoir comparer les sites sur plein de critères différents, sur la bande passante radio, sur le signal noise ratio, sur plein d'informations. Donc vous avez les KPI à monitorer ici, hein, qui sont présents là. Et après vous avez des dashboards très graphiques qui vous expliquent comment un site va se comporter par rapport à un autre. Et là, ça peut être intéressant de voir quand vous avez qu'il y a un site qui marche très bien, de comprendre pourquoi il marche mieux. Hein. Alors quand vous dites qu'il marche bien, c'est parce que c'est le ressenti utilisateur, c'est difficile hein, d'un point de vue, c'est parfois très subjectif. Là, l'idée, c'est d'aller dans le dur et de comprendre pourquoi il marche mieux et qu'est-ce qu'on peut faire sur un autre site pour arriver au même niveau. Voilà. Et puis, ce que je vous ai détaillé tout à l'heure, c'est ce fameux peer comparison. Comment vous vous situez par rapport à d'autres clients. Des fois, quelqu'un vient vous voir et vous dire « Oh là là, le réseau, c'est pas possible, vous faites n'importe quoi, ça marche jamais, ça marche toujours mieux ailleurs. Hein. » Des fois, je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Là, vous allez pouvoir dire regarde, c'est pas tout à fait exact, parce que moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que je me situe peut-être plutôt pas trop mal. Hein, dans comment mes clients sont connectés aux AP, je vois qu'ils peuvent utiliser quand même des bandes passantes qui sont assez fortes, ce qui me prouve que ma densité Wi-Fi est bonne et que l'expérience utilisateur est plutôt bonne. Vous avez à nouveau, vous avez plein de critères comme ça que vous allez pouvoir utiliser. Voilà pour AI Network Analytics. Je pense qu'on reviendra là-dessus au fur et à mesure qu'on gagnera aussi plus d'expérience sur le sujet. C'est quelque chose qui est assez jeune encore cet été, donc il faut un petit peu de temps aussi qu'on joue et surtout que vous jouez avec cela et que vous entraîniez les modèles pour gagner en pertinence. Alors, au-delà du machine learning, on a ce qu'on appelle le machine reasoning. Alors, j'ai gardé ce nom, j'ai choisi de garder ce nom dans les slides. Je suis pas un grand fan de ce nom-là. Mais comme je risquais de le revoir dans le futur, je préférais être un peu didactique et vous expliquer ce que c'est. Je vous ai dit, le machine learning, l'idée, c'est on vous donne plein de données et vous essayez de trouver ce qu'il y a dedans. D'accord? C'est de découvrir des trésors cachés, on parle d'insight, dans les données. Et l'exemple que vous avez vu tout à l'heure, bon, c'est tout à fait intéressant. Vous avez vu, j'ai une déviation par rapport à une utilisation courante. Ça, voilà, c'est typique use case du machine learning. Le machine learning, c'est un petit peu différent. Dans la terminologie, c'est juste qu'il y a un humain, il y a quelqu'un qui est très intelligent, qui a défini avec sa base de connaissances. Hein, alors, il a peut-être utilisé lui aussi plein de données. On a analysé peut-être 15 000 cases au TAC et on a défini des flux, des flows qui allaient mener à un incident. Je sais que je vais avoir une boucle spanning tree quand tel critères sont réunis. D'accord ? Donc, on va simplement écrire ces critères et puis derrière, on va vous permettre d'avoir des workflows pour pouvoir utiliser, automatiser finalement ces analyses pour pouvoir détecter ce type de problèmes qui sont listés. Donc là c'est vraiment différent, c'est que ce que vous apprenez, c'est le modèle. On vous apprenez, vous récupérez des nouveaux, enfin c'est ce que vous avez dans Data Center, à preuve grade, vous allez apprendre des nouveaux
des nouveaux types d'incidents et surtout des nouvelles manières d'y remédier. Alors, ce que je vous expliquais, c'est qu'il y a des gens très intelligents qui vont travailler, qui vont créer ce qu'on appelle des ontologies. Alors, j'ai découvert ce terme, je ne le connaissais pas tellement. Ce sont ces fameux flux qui vont définir ce qui va être un incident. On va le compiler, tout ça, puis on va le descendre. On va pouvoir le descendre dans une base d'informations et qu'on va pouvoir pousser dans Data Center, dans ce qu'on appelle le fameux Reasoning Engine. Bon, ok, tout ça pourquoi? Eh bien, c'est que vous avez des nouveaux outils, c'est un nouveau moteur sous le capot que j'ouvre un petit peu aujourd'hui. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ça vous donne des capacités de troubleshooter des nouvelles choses. Hein, et que surtout, c'est la fondation de quelque chose qui va fortement grossir. Alors, parmi les choses qu'on a pu rajouter dans ce Machine Reasoning Engine, oula, il y a beaucoup de choses, c'est un moteur de détection de boucle niveau 2. Donc, ça illustre très bien que DNA Center, ça va bien au-delà de SD Access, parce qu'on s'intéresse aux boucles niveau 2 qu'on n'a pas du tout dans un monde SD Access. Vous avez maintenant la capacité de voir, ben, tiens, je vois des symptômes. Hein, donc ça, c'était décrit, cette fameuse ontologie. On a décrit les symptômes qui permettent de détecter une boucle. Bon, typiquement, McFlap, hein, c'est peut-être pas forcément très sorcier, mais vous allez voir, tiens, quelque chose qui n'est pas très bon dans mon réseau. Manifestement, j'ai une boucle niveau 2. Et ben, qu'est-ce que je peux faire? Je peux regarder, j'ai une boucle sur un VLAN. Ok, très bien, quel VLAN? Est-ce que je peux troubleshooter? Ok, je lance mon moteur de machine reasoning qui va aller regarder un petit peu ce qui se passe sous le capot. Et là, eh bien, on va détecter, bah, tiens, où est ma boucle? Alors, on va regarder sur tous les ports, comment ils sont connectés, comment ils sont rattachés, et d'un point de vue spanning tree également. Et au final, on va avoir une conclusion qui va être apportée ici. Voilà. Alors on va vous montrer quelle est la boucle, hein, tous les switches qui participent à la boucle. Évidemment, suggested action, dans ce cas-là, c'est pas très compliqué. Ben, peut-être qu'il faut bien jeter un port, ça peut être bien pratique. Et on peut cliquer sur la topologie ici pour voir comment est notre boucle sur le réseau. Hein, et on peut cliquer sur chaque lien pour voir quel est le problème. Et là, on voit que la boucle est sur le VLAN 31. Bon, ça paraît simpliste, mais quand je vois encore aujourd'hui des réseaux complets s'effondrer chez nos clients à cause de Spanning Tree, bah, je me dis, long terme, SD Access, court terme, un petit coup de DNS Center, L2 Loop Detection, et puis c'est peut-être un bon début pour remédier à ce type de problème. Une autre chose qui va tomber dans ce moteur de Machine Reasoning, c'est tout ce qui est Security Advisories. Bah, typiquement, il y a un nouveau PCERT qui est sorti. Vous voulez savoir si vous avez du matériel qui est impacté. Donc là, je vais retourner sur mon lab. J'ai une application sur DNS Center qui s'appelle Security Advisories. Et là, je vois tous les advisories qui sont pour mon réseau, qui sont valables pour mon réseau, avec leur criticité, leur CVSS score, critique, high, medium, à chaque fois quels sont les devices qui sont impactés, etc. etc. D'accord? Donc là, ça vous permet en un seul rapidement, je veux dire, de voir qu'est-ce qui est critique sur votre réseau. Et là où c'est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on regarde principalement les operating systems, hein, et puis on va comparer l'operating system avec tout le PCERT. De plus en plus, on va les compléter par des investigations complètes dans la configuration. On va vérifier, peut-être que finalement, ok, il y a un problème sur cette version, mais votre configuration, on sait que vous n'êtes pas du tout impacté. Bon, bah, on va vous le mettre de côté et puis on va vous éviter de vous remonter des alarmes. Donc pour l'instant, on reste assez light là-dessus, mais c'est la raison pour laquelle ça tombe dans ce cadre de machine reasoning, c'est que derrière, on va rajouter des algorithmes de vérification un petit peu plus poussés pour s'assurer qu'on n'a pas de qu'on est ou non impacté. D'accord. Donc voilà pour les Security Advisories. J'avais la même chose dans les slides, j'ai préféré vous le montrer en démo, je trouvais que c'était plus intéressant. Alors bien évidemment,
Après, on a toujours des liens pour aller cliquer depuis DNS Center et là, vous allez tomber sur la communication sur cisco.com, la communication officielle. OK. Et puis, voilà, je voulais terminer un petit peu ce webinaire dans les nouveautés. On a fortement ajouté de la robustesse et surtout de l'ouverture vers l'extérieur. On va parler d'intégration. DNS Center, on peut avoir l'impression que c'est une appliance qui est fermée. Non, pas du tout. C'est une appliance qui est ouverte à tous les niveaux, vers le nord, vers le sud, vers l'est, vers l'ouest. On va pouvoir faire plein de choses avec DNS Center. Et la meilleure chose pour commencer, c'est d'aller regarder DevNet, developer.cisco.com/doc/DNSCenter. Un coup de Google, ça marche aussi. Vous avez un portail qui est là pour vous, avec une communauté de développeurs, des sandbox pour tester, une doc sur les API, Quick Start pour commencer, etc. C'est-à-dire vous commencez sur ce portail, en 10 minutes, vous avez créé votre premier script. Alors, on a fortement rajouté des connexions, des intégrations. Alors, tout d'abord, c'est les Intent APIs. Intent API, c'est comment vous allez pouvoir parler via les REST API DNS Center, comment vous allez pouvoir faire tout ce que j'ai montré finalement en CLI, enfin en CLI en GUI, pardon, comment vous allez pouvoir finalement le scripter. D'accord. On va pouvoir avoir des notifications via des webhooks. Par exemple, à chaque fois qu'on a un incident dans DNS Center, on peut le poster sur un site web. Un exemple qu'on a, si vous utilisez WebEx Teams aujourd'hui, à chaque fois que vous avez un incident, pourquoi on ne le posterait pas dans un TeamSpace WebEx dans lequel vous avez tous les admins qui sont là et puis peut-être qui voient les notifications en temps réel avec les informations qui vont bien. Vous allez pouvoir créer ce type de choses. Des intégrations, on a des intégrations avec ServiceNow qui sont natives, parce qu'on est soit dans un mode do it yourself, c'est vous qui développez les scripts, c'est vous qui développez les intégrations, soit ce qu'on a fait, c'est que pour des acteurs assez importants du marché, on a développé les intégrations pour vous. L'idée, c'est en quelques clics, vous pouvez intégrer un Infoblox, un ServiceNow, etc. D'accord ? Et puis, d'autres choses que je vais vous montrer bientôt sur la capacité de rajouter des équipements. Alors, tout ça, ça va se trouver dans le menu DNS Center Platform. Donc là, vous avez tous les détails sur comment vous allez pouvoir configurer ce genre de choses. Alors, regardez sur les API, on n'est pas dans un mode didactique, on est sur un mode de hacking. Si vous voulez voir ce qu'il y a dans le système, c'est simple. Vous prenez votre éditeur Python préféré, votre Postman éventuellement, et puis vous allez regarder la doc, et puis vous commencez à regarder ce que vous allez pouvoir tirer du système. Donc allez sur DNS Center ou sur DevNet pour regarder les API et la documentation qui est intégrée. Et en 1.3, on a fortement augmenté la quantité de choses qu'on allait pouvoir faire. Notamment avec Plug and Play, c'est quelque chose, parce que je sais que j'ai des clients et des partenaires qui ont développé des choses déjà sur Plug and Play, la capacité de pouvoir orchestrer du Plug and Play à travers un autre outil qu'ils ont peut-être déjà par ailleurs. Donc ça, on l'a déjà vu. Moi, j'ai des clients qui font du RMA en Plug and Play depuis déjà très longtemps. Ils n'ont pas attendu l'application RMA de DNS Center. Ils avaient développé déjà cette application avec leur petite main. Ce n'était pas très compliqué. Je veux dire, voilà, maintenant, on l'a rajouté nativement dans l'outil. Les notifications, je vous ai parlé des webhooks, et voilà, le point à noter qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi envoyer nativement ces informations vers ServiceNow. Alors des webhooks, peut-être tout simplement des emails. Si vous êtes comme moi, un petit peu old school, un email c'est parfois très pratique. Mais vous allez pouvoir aussi envoyer les notifications dans ServiceNow, ça c'est très pratique. Pourquoi ? Parce que quand un incident est ouvert, si vous utilisez ServiceNow, si DNS Center détecte une issue, vous êtes bien content qu'une notification soit créée dans ServiceNow, que vous allez pouvoir assigner à quelqu'un, ouvrir un ticket, enfin le ticket est ouvert du coup, et vous allez pouvoir compléter au fur et à mesure des opérations. Donc ça c'est ce qu'on va pouvoir faire, c'est faire causer DNS Center avec ServiceNow, et peut-être pousser dans ServiceNow l'URL qui va bien pour que l'administrateur qui est devant ServiceNow puisse cliquer et aller directement sur la fenêtre de DNS Center qui va bien, avec le bon dashboard qui explique la panne, avec possiblement le mécanisme de résolution qui est proposé. Donc l'intégration, elle est dans ce sens-là. Donc comment on va faire tout ça ? C'est toujours dans DNS Center Platform. Vous avez votre Developer Toolkit qui est là. Vous allez pouvoir créer, enfin vous allez pouvoir déjà catégoriser les events.
Et après, vous allez pouvoir détecter les flux d'intégration, comment vous allez pouvoir exporter ces events. Donc, il y a un menu graphique que vous allez pouvoir hacker. N'hésitez pas à jouer avec pour pouvoir commencer à tester. Pour tester vos webbooks, vous avez plein de sites web disponibles en ligne qui vous permettent de les tester. Ça vous crée des pages qui sont actives pendant un quart d'heure. N'hésitez pas surtout à tester tout ça. Vous voulez savoir qu'est-ce qui se passe, quelles informations sont envoyées en cas de notification. Pareil, quand vous allez regarder dans le menu DNA Center, vous avez toutes les informations, hein, comment ces données sont envoyées, le nom de la donnée et puis le type de variable qui est envoyé. Donc, quelque chose que je voulais vous mentionner, alors j'ai fait un billet dans le blog la semaine dernière à ce sujet, c'est que si on a intégré nativement certains acteurs, donc ServiceNow, Infoblox, Bluecat, Tableau, etc., on n'est pas fermé aux autres. Et c'est dans ce sens-là que, par exemple, on a fait l'intégration avec Efficient IP, qui est très présent sur le marché français et puis aussi un petit peu en Europe, chez nos voisins européens. Et là, c'est une intégration qui est générique, hein. Donc, Efficient IP s'interface tout à fait, ils ont communiqué sur le sujet. Ça, c'est le slide officiel DNA Center. C'est une intégration customisée et n'importe qui peut s'interfacer avec DNA Center. Dans ce cas-là, par contre, c'est bien évidemment, c'est à l'acteur, entre guillemets, de s'interfacer. C'est eux qui ont fait la part la plus conséquente du job. Nous, on s'est juste contenté de fournir une API générique utilisable. Voilà. Sur ITSM, voilà, les mêmes informations que j'ai présentées tout à l'heure. Ce qu'il faut peut-être noter, c'est que maintenant, on a la capacité, et ça c'est ce que je voulais vous montrer, c'est on a dans ServiceNow, dans leur App Store, le ServiceNow Store, on a une application Cisco DNA. Hein, donc, c'est-à-dire, si vous êtes client ServiceNow, vous pouvez rajouter le module Cisco DNA, et automatiquement, ça va parser les informations qui sont remontées du DNA Center. Donc, quelque chose qui peut être très pratique, qui vous permet d'intégrer votre DNA Center sans même avoir à faire d'efforts de customisation côté ServiceNow. Vous avez juste à rajouter l'app et le tour est joué. Voilà. Et pour vous montrer à quel point c'est ouvert, eh bien, on peut rajouter, alors ce n'est pas quelque chose que vous allez faire, on va dire, sur votre temps libre le vendredi après-midi, nécessite quand même un petit peu de compétences et un petit peu de travail. On a un SDK basé sur Excel, qui permet à n'importe qui de développer des packs, des device packs, pour connecter autre chose que les équipements Cisco. D'accord ? Donc, tout est disponible sur DevNet. On a déjà des intégrations réussies avec des équipements Huawei, Juniper et HP. Donc, voilà, on montre l'ouverture de DNA Center vers autre chose que les équipements Cisco. Alors, évidemment, derrière, on ne va peut-être pas pouvoir faire la même chose. Hein, donc, voici aujourd'hui ce qui est possible. Tourner des commandes, aller pousser des codes en CLI, etc. Bien évidemment, tout ce qui est workflow automatisé, ça va être un petit peu plus compliqué. Hein, quand je vous ai montré tout à l'heure qu'on pouvait faire du Deep Packet Inspection, qu'on pouvait déployer une application sur un switch, etc., encore faut-il que le switch le supporte. Donc, voilà. Donc, mais pour autant, si vous avez un parc hétérogène et que vous voulez une seule et même GUI pour avoir une information un peu globale sur l'ensemble de votre réseau, vous allez pouvoir avoir une vue de l'inventaire, une vue de la topologie des autres équipements qui pourraient être dans votre parc aujourd'hui. Voilà. C'était très dense, je le sais, c'était le challenge. Je savais que je ne serais pas à l'heure. Après, c'est aussi le but de ces webinaires très informels par rapport à des webinaires peut-être plus académiques qu'on a l'habitude de faire chez Cisco, vous connaissez. Là, c'est des webinaires faits par le blog. Il y a des petits aléas parfois de connexion WebEx. C'est le jeu aussi. J'espère que vous appréciez en tout cas la démarche de partage. On est très ouvert sur les sujets que vous voulez voir abordés, sur voilà, la méthode de présentation, sur si vous voulez plus de démos, peut-être plus de deep dive dans les slides. Voilà. Voilà, tout est possible. Contactez-nous, relayez les articles du blog, n'hésitez pas à les commenter, les partager.
likez, pourquoi pas. Et puis j'espère vous voir bientôt sur les prochains webinaires. Un prochain webinar, ça sera le 10 décembre, focalisé sur SD Access. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à bientôt. Merci Vincent et à dans un petit peu moins d'un mois pour le webinaire SD Access. Au revoir.